Après avoir parlé d'agilité, de frugalité, d'inclusion, je vous propose maintenant de parler de réenchanter la société de consommation après le jingle. Je vous propose un petit exercice de style. Fermez les yeux, n'ayez pas peur. Fermez les yeux, on va voyager. Vous êtes nombreux à ne pas fermer les yeux, mais bon, imaginons que, en tout cas moi j'imagine que vous jouez vraiment le jeu et que vous fermez les yeux. Chez vous aussi, fermez les yeux. Nous allons voyager dans le temps. Ouais. Imaginez-vous en 2050, tout a radicalement changé. La société impose désormais que tous les objets du quotidien soient réparables, soient régénérables. C'est une transformation majeure qui s'est peu à peu imposée avec son lot de réglementations, évidemment, pour imposer ces changements. Mais tout s'est passé dans la douceur. Les marques tirent la majorité de leurs revenus de ces activités plutôt que de la vente de produits neufs. Chaque création est pensée pour la réparation, dès le début, prolongeant ainsi son existence. Et une fois parvenue à sa destinée, elle se transforme en une précieuse ressource. Les consommateurs trouvent une joie profonde à réparer leurs vêtements, à réparer leurs chaussures. Les influenceurs, les médias chantent les louanges tous les jours de cette nouvelle ère, de cette philosophie axée sur la réparation, sur la seconde main. C'est un rêve qui est devenu réalité, c'est un équilibre retrouvé entre l'homme et son environnement. C'est une symbiose. C'est le rêve, non ? Bon, on peut rouvrir les yeux. Dans cette première partie, vous allez voir, on va esquisser les contours de quelque chose qui peut ressembler à un rêve, qui peut ressembler à une utopie, mais qui pourtant est probablement envisageable. Et on va en parler avec Sébastien Boller, spécialiste du cerveau, rédacteur en chef de la revue Cerveau et Psycho, auteur d'une quinzaine d'essais, dont le fameux Bug humain chez Robert Laffont. On le retrouve juste après le jingle. Sébastien, bienvenue. On va se mettre là. Bonjour. On va se mettre autour de cette table. Vous voyez, je ne mens pas, hein, je dis qu'il y a un petit nuage de mots-clés. Ah ouais. Il se remplit. Hein. Vous êtes très nombreux sur la partie interactivité, sur la plateforme, à mettre votre petit mot en rue. Bon, Sébastien, on va aller droit au but, parce qu'on n'a pas tant de temps que ça. On a plusieurs sujets qu'il va falloir aborder vraiment avec méthode. Et donc, on va parler de réenchantement. Bon, on sait que l'industrie du textile et de la chaussure, c'est un sujet particulièrement stimulant pour vous, qui analysez tout ce qui a trait à l'émotion, qui a trait aux mécaniques qui régissent nos choix. Quand on lit le Bug humain, on comprend très bien cette petite partie dans le cerveau qui s'appelle le striatum. Vous me l'avez soufflé, bien sûr, le striatum. Le striatum, c'est ce petit truc dans le cerveau un peu indéfinissable, mais que vous arrivez parfaitement à définir, cela dit, oui. Dans le Bug humain. Le striatum, c'est ce petit élément qui nous dit « il faut tout de suite ». En un claquement de doigts, je veux tout de suite. C'est particulièrement puissant chez les jeunes. Du coup, je saute à pieds joints là où vous ne m'attendez pas du tout. Comment on fait pour que les jeunes, et les moins jeunes, mais les jeunes surtout, se tournent un peu moins vers la fast fashion, vers le tout de suite. Il faut commencer effectivement par comprendre comment fonctionne leur cerveau, parce que c'est leur cerveau qui détermine leur choix, leur comportement. Et effectivement, il y a cet organe en fait, qui nous vient du fond des âges, qui s'appelle le striatum, et qui va récompenser les jeunes, mais aussi les moins jeunes, avec une molécule qui s'appelle la dopamine, qui donne du plaisir. Quand on obtient, par exemple, un produit, rapidement, effectivement, et sans effort. Ouais. Voilà. Et un produit qui donne de la visibilité dans un groupe, un statut. Donc une marque qui est bien vue, mais en même temps qu'on peut avoir pas trop cher et qu'on peut avoir tout de suite sans attendre. Donc tout ça, ça fait un package qui allume le striatum, qui donne de la dopamine. Alors comment on peut faire autrement que d'avoir un système industriel qui surfe sur ce striatum? Parce qu'actuellement, c'est le drame. C'est que comme c'est une pompe à dopamine, il suffit d'appuyer dessus pour avoir tout un système économique qui fonctionne très bien. Mais maintenant, on voit les limites que ça rencontre. Alors, oui, parce que ça ne peut pas changer. Pour le coup, c'est quelque chose, c'est une structure de notre cerveau, c'est comme ça. Ça peut changer à la marge, on peut voir comment. Disons que si on l'utilise tel qu'il est, brut de décoffrage, issu de nos ancêtres primates, lui, il va vouloir ça, du statut, de la facilité, de la rapidité. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Premièrement,
Cette dopamine, c'est le cœur de l'action. On ne peut pas vivre sans dopamine. Il y a des gens qui ont ce système détruit, ils n'ont plus aucun désir, restent chez eux, ils ne bougent plus. Donc, la question, c'est comment avoir cette dopamine sans tout détruire. Il y a une première chose, c'est de faire les choses en pleine conscience. C'est-à-dire que vous pouvez, dans vos comportements de consommation, soit accumuler les achats, puis les jeter, et puis être dans l'orgie, dans l'inflation, toujours plus. Hein. Ce striatum, il veut toujours plus, c'est la base de la croissance. Bon. Mais on peut aussi remplacer la quantité par la qualité, c'est-à-dire qu'il y a des expériences qui montrent qu'on peut avoir de la dopamine en réduisant les quantités, en achetant moins souvent, mais en ayant plus conscience du lien d'attachement qu'on peut avoir à un objet, de la qualité sensorielle, des couleurs, de la texture, s'attacher, conserver et avoir plus conscience de ce qu'on a au jour le jour. Et donc faire durer le plaisir. Donc ça passe par la capacité de conscience de notre cerveau qui peut se développer par des exercices comme la méditation de pleine conscience, savoir mettre des mots sur les petits plaisirs qu'on a au quotidien. Ça vaut aussi bien pour le fait de manger que le fait de porter un habit. Donc être plus dans la lenteur et savoir déguster ce qu'on a. Mais là, on parle des jeunes surtout. Oui. Les jeunes, méditation, je ne sais pas si c'est hyper compatible. C'est pas impossible. Ouais. Et en tout cas, je pense qu'il y a un véritable enjeu, surtout pour les jeunes, de ralentir, c'est-à-dire de ne pas céder aux impulsions. On a des expériences qui montrent, par exemple, que des enfants à qui on laisse céder à leurs impulsions, avoir tout de suite, donc c'est le striatum qui est roi, plus tard sont plus malheureux. Ils ont beaucoup plus de mal à trouver leur équilibre dans leur vie parce qu'ils sont esclaves de ces impulsions. Dès qu'ils rencontrent un conflit au travail, ils se disputent, dans le couple, pareil. Alors que s'ils apprennent à réfréner ce moteur à instantanéité, leur vie est beaucoup plus une réussite. Donc ça, c'est du ressort de l'éducation. On voit très bien que les familles ou les parents, par exemple, apprennent à leurs enfants, puis ensuite à leurs ados, à résister en fait à ce petit démon qui leur dit « Allez, achète tout de suite, fais-toi plaisir », en leur disant range ta chambre d'abord, attends avant d'avoir cette paire de baskets, tu l'auras pour Noël, tu l'auras pas pour tout de suite, va en magasin, va pas sur Internet. » Eh bien, sont beaucoup mieux dans leur peau. Oui, voilà. Donc l'éducation est déjà essentielle, et l'éducation en famille et puis aussi à l'école, sachant que l'école a beaucoup de mal finalement à réintroduire du temps long, le temps de concentration maximal, c'est à peu près 8 minutes en classe, donc ça a d'énormes conséquences aussi pour la formation intellectuelle. Donc il faut que toute la société s'y mette pour dire il n'y a pas que le striatum, il y a aussi une autre partie du cerveau qui nous permet de lutter contre ces impulsions qui s'appelle le cortex préfrontal. C'est la partie qui est située plus à l'avant du cerveau humain, qui s'est développée avec l'ascension d'Homo sapiens, toute la capacité de l'homme finalement à voir plus loin que son désir immédiat et qui peut être musclé par l'action éducative et l'action du groupe et de la société dans son ensemble. Le truc là, c'est qu'à la fois on est dans du temps long, on est dans le temps de l'éducation, le temps d'un changement de culture, et on est aussi dans du temps très très court, puisque la fast fashion, c'est maintenant le tout de suite, et c'est maintenant le tout de suite qui détruit la planète. Ouais. Donc comment on essaye de réconcilier, comme disait Navi Raju, réconcilier les deux temps, les deux temporalités? Alors il faut tricher avec son striatum et tabler sur un besoin fondamental. On le voit dans les jeunes, par exemple en cours de récréation, ou quand ils traînent dans la rue. On le voit aussi en fait, chez les adultes, c'est exactement pareil. Disons que chez les jeunes, c'est encore plus puissant parce qu'ils sont à un âge où le striatum est déjà bien développé, mais les autres parties du cerveau un peu moins. Ah oui. Donc le striatum, il fait un peu ce qu'il veut. Donc ce qui est important, c'est le besoin de valorisation. C'est vraiment un des besoins fondamentaux de notre striatum, de notre cerveau. On veut être important dans un groupe, on le voit sur les réseaux sociaux, on le voit dans les groupes de pairs à l'école, on le voit au travail, le besoin d'être visible et d'être valorisé. Alors il y a un moyen d'être valorisé, c'est en achetant des trucs qui donnent un statut social facilement, une grosse voiture, un nouveau téléphone, un truc tout neuf, clinquant, machin. Mais en fait, il y a des expériences qui montrent que les critères de valorisation peuvent évoluer, peuvent être façonnés par le discours et par la norme sociale. Et je pense que la mode est presque dans sa raison d'être, en fait. Ouais. La mode, c'est ce qui définit, en fait, des modèles de désirabilité. Tant qu'on est dans un critère qui valorise l'individu par l'accumulation, eh ben, notre striatum va nous donner de la dopamine. Quand on accumule les trucs en achetant rapidement sans effort, ça va détruire notre planète et on aura de la dopamine de cette façon-là. Mais si un jour on a un modèle social qui dit lui, il sera quelqu'un d'important dans son groupe de jeunes ou dans les médias ou dans la société civile, non pas parce qu'il accumule, mais parce qu'il consomme moins et parce qu'il montre qu'il est capable de consommer moins et parce qu'il diffuse ce modèle, à ce moment-là,
pas bête, le petit striatum, il va commencer à donner de la dopamine quand on se comporte de façon vertueuse, par l'altruisme, par le temps long, par le fait de faire mieux avec moins, comme disait Rajou tout à l'heure. Et là, la question, c'est celle de la norme sociale, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut mettre en place collectivement pour que les individus qui soient considérés comme des leaders, ce ne soient pas ceux qui accumulent et qui vont en prime time en gagnant des millions, en étant des footballeurs qui roulent en Ferrari, mais qui arrivent en montrant, comme on le fait ici, des habits de seconde main, en montrant qu'ils ont maintenu, je ne sais pas, une paire de chaussures, une veste pendant plus d'1 an, en expliquant comment ils ont fait, et qui soient désignés comme les modèles de réussite. Oui, on peut avoir une chemise de pyjama maintenant. Exactement. Et être très élégante. Mais c'est-à-dire qu'il ne faut pas faire semblant. Pour que ça devienne des véritables critères de réussite, il faut que ces individus soient réellement placés au sommet de la désirabilité, du pouvoir et de l'influence. Et on n'y est pas du tout. On fait semblant. Alors, comment est-ce qu'on peut aller plus loin que le faire semblant ? Eh bien, il faut qu'il y ait des individus influents, des prescripteurs, des gens qui sont aimés des jeunes, qui soient considérés soit des influenceurs, soit des sportifs, soit des grands chanteurs, qui pour l'instant se distinguent par la masse d'argent qu'ils accumulent, qui disent oh, « maintenant je change. Maintenant moi, je mets mon talent et ma visibilité au service d'autre chose, je montre l'exemple, je vis différemment. » Et là, vous avez l'appel d'air de la désirabilité par le mimétisme, le phénomène de courroie d'entraînement qui est très connu dans l'espèce humaine, et y compris chez les primates, qui est exactement pareil. On veut être comme le leader. Donc là, c'est quelque chose qui peut être mis en route. On peut lever la main si on a des questions, et il y a des micros qui vont circuler. Et vous n'hésitez pas à tout moment. Et vous, en ligne aussi, vous posez vos questions à Sébastien Poller. Alimentons cette conversation. C'est un échange vraiment très ouvert. Donc si vous avez des questions, c'est possible, vraiment, à tout moment. Je vous regarderai régulièrement. Et j'aurai vos questions qui arriveront sur la tablette, si vous êtes en ligne. Moi, je me pose la question de la responsabilité de la marque, quand même. Parce qu'on parle de changer le modèle, on parle d'essayer de truquer un petit peu, de slalomer les facilités de notre striatum. Bon, mais il y a quand même un modèle économique aussi à garder, et le tout de suite, c'est devenu un modèle économique. Oui. Donc on fait comment ? Je pense que les marques ont plusieurs actions qu'elles peuvent entreprendre. Elles peuvent créer des nouvelles normes sociales. Elles sont en première ligne. Je pense exactement ce que je viens d'indiquer. Notamment en faisant des véritables actions de recrutement et de lobbying auprès des stars, des influenceurs, des sportifs, de ces modèles de réussite pour la jeunesse, pour les persuader de jouer le jeu et de montrer un autre modèle de désirabilité. Et là, c'est des gros investissements. Il faut arriver vraiment à passer du temps, à convaincre ces personnalités de changer complètement eux-mêmes de désir, finalement. Ça, c'est pas simple. Je pense aussi qu'il y a un véritable rôle pour accompagner en fait les familles, les jeunes et les consommateurs vers une autre vision des choses, c'est-à-dire donner des clés pour au quotidien permettre aux parents d'éduquer leurs enfants en leur disant ce qui est bon maintenant, c'est plus d'aller vers de la fast fashion, c'est de montrer à tes amis que toi tu es capable de faire mieux avec moins, de résister à la pression des injonctions de ce monde consumériste qui détruit tout pour jouer un rôle de leader et d'avoir donc des ateliers, d'avoir des clips, d'avoir des espaces de débat public. À mon avis, ce que peuvent faire les marques, c'est plus forcément jouer sur leur terrain qui est celle de la publicité, mais sur des rôles périphériques de véritables initiateurs de débat public. Il faut trouver des moyens de le faire, notamment pour sensibiliser les citoyens à ces notions-là. Se dire comment réinstaurer le temps long, comment lutter contre la part de nous qui veut tout de suite, mais qui en fait scie la branche sur laquelle on est assis. Donc il y a des moyens de faire ça, à inventer en ouvrant peut-être des cycles de conférences, en ayant une force d'action par des clips largement diffusés, pour nous expliquer comment on fonctionne et pour faire passer l'idée de ce qui est bien, voilà, de ce qui est bien à long terme. Et on le voit aujourd'hui, qu'il y a un ressort, je pense, qui est très important. Si on veut mobiliser la meilleure part de nous-mêmes, la meilleure part de notre cerveau, pas le striatum préhistorique qui détruit tout, mais le cortex préfrontal qui voit à long terme, qui voit dans 10 ans, qui voit dans 20 ans, qui est capable de résister aux pulsions primaires. Et on sait que cette partie de notre cerveau ne peut fonctionner que si c'est de manière collective. Et on sait notamment que
l'être humain est un coopérateur conditionnel, c'est-à-dire que si on lui dit de renoncer à quelque chose de facile tout de suite pour un enjeu lointain bénéfique, il va devoir faire des efforts, que s'il est seul à le faire, il ne peut pas. En revanche, s'il sait qu'il y a un groupe qui le fait en même temps que lui, là, son pouvoir est décuplé. On a des expériences de psychologie expérimentale qui le montrent. On est vraiment capable d'aller très très loin dans le volontarisme et le fait de privilégier des solutions éthiques si on est en groupe et si on a des systèmes pour se reconnaître, pour voir qu'on n'est pas seul dans cette épreuve. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est vachement marrant. Moi, les gens qu'on croise qui disent j'ai de la seconde main sur moi, on s'est donné ce défi-là, ça crée une douce pression comme ça, et qui dit ouais, il faudrait aussi. Et puis si on le fait soi-même, on se dit c'est pas absurde puisque les autres le font aussi. On sait que ça mobilise notre cortex préfrontal et on sait qu'on a des chances d'y arriver tous ensemble. Parce que le problème, c'est que si on est seul à baisser un peu la garde sur la compétitivité, par exemple, sur les prix, sur la concurrence pour produire vite, consommer vite, on va se faire dévorer par le voisin. Par contre, si on sait qu'on est un écosystème où on est plusieurs, là, on peut trouver des systèmes de cooptation, d'entraide, qui permettent de tenir le choc. Donc ensemble, en groupe, on arrive plus facilement à réveiller le cortex préfrontal. C'est la clé. Le cortex préfrontal, c'est la zone de la coopération et de la lutte aussi contre les intérêts individuels. C'est ce qui permet de faire passer le bien commun devant les intérêts individuels. Est-ce qu'il y a des questions ? Des mains levées. Il y a une main levée ici au premier rang et vous allez avoir un micro. Vous dites juste qui vous êtes peut-être et puis voilà, c'est tout. Bonjour tout le monde, Pierre Condamine des Amis de la Terre, une association environnementale. J'ai une question parce que pour moi la question justement sur la responsabilité des marques, la réponse moi m'a pas vraiment convaincu. Dans le sens où je comprends qu'il faut évidemment montrer, sensibiliser les familles, peut-être amener des stars ou des personnalités à montrer un nouveau système, mais je ne pense pas que ce soit le rôle des marques, ou en tout cas aujourd'hui, je pense que les marques ne le font pas. Même au contraire, elles créent le système contre lequel on doit se battre pour sensibiliser les familles. Et donc ma question, elle est plus sur... j'ai l'impression que ce rôle de sensibilisation, il peut être fait par l'État. Je pense que Refashion, par exemple, fait beaucoup de contenu qui va dans ce sens-là. Mais la question de la responsabilité des marques qui créent en fait ce système de récompense immédiat, permanent, je pense qu'elle doit être abordée. Et comment on fait pour changer véritablement, non pas le comportement des familles, mais le comportement des marques qui engendrent ça. Parce qu'aujourd'hui, on le voit, les marques comme Shein, Temu, pour ne citer que ces deux-là, ont leur business model qui est basé sur ça. Et en fait, c'est ça qui est nécessaire d'encadrer, à mon sens. Donc voilà, je pose la question vraiment sur la responsabilité des marques et comment les faire changer, elles, au-delà juste de sensibiliser les individus. Merci pour la question. Là, on est sur la question du modèle économique, donc sur la question de la raison d'être des marques. On a des marques dont la raison d'être est purement tournée vers le rendement financier, avec un système d'actionnariat qui fonctionne comme ça. Et là, on tombe sur une autre addiction qui est celle du striatum à l'argent. On a des grands fonds d'actionnaires, des grands dirigeants qui sont paramétrés comme ça. Ils savent qu'ils doivent récupérer un retour sur investissement. On a des données d'imagerie cérébrale qui montrent que le fait d'augmenter régulièrement ses revenus active le striatum, donne de la dopamine. L'argent, c'est au carrefour de tous les stimulants dont je viens parler. Drogue, sexe, alimentation, plaisir, possession, domination, statut social. Tout ça, ça agit sur le striatum et l'argent arrive à concentrer tout ça. Donc tant qu'on a un système économique où il y a une partie des acteurs en fait, du domaine qui sont accros à ce système de rendement financier, c'est mort. Donc comment est-ce qu'on peut contrer ça ? C'est le gros problème. Mais là, on est sur un problème civilisationnel. J'ai parlé de raison d'être. Là, on touche à la question du sens de l'action collective. On a aujourd'hui quand même dans pas mal de branches de l'économie et de l'industrie des crises de recrutement, des grands dirigeants qui viennent vous voir, qui vous disent « j'arrive plus à recruter des jeunes diplômés parce qu'il y a 20 ans, il suffisait de leur proposer un poste lucratif, ils venaient. Maintenant, ils disent « oui, mais quel est le sens, quelle est votre raison d'être, à quoi ça sert ce que vous faites ?» Voilà. Et peut-être que là, il y a une carte à jouer. Et il y a déjà des entreprises qui tournent la page, qui disent notre raison d'être, c'est plus forcément le profit, c'est autre chose. Ça peut être agir aujourd'hui de façon compatible avec les résultats pour l'humanité, pour la planète dans 10, 20, 30 ans. Ça peut être respecter un certain nombre de valeurs dans lesquelles nos salariés se reconnaissent tous,
qui peuvent être aussi en phase avec les valeurs environnementales. Et là, ça déplace la motivation, on va dire au niveau neurobiologique, d'une recherche de plaisir et de dopamine, de pouvoir de domination, vers une recherche de sens. Et là, on tape sur d'autres ressorts de l'humain, d'autres zones du cerveau qui sont identifiées également. Et on s'aperçoit que le bénéfice n'est pas le même. C'est-à-dire que dans un cas, votre bénéfice, c'est une excitation tournée vers l'individu, et dans l'autre cas, dans la recherche de sens, c'est un apaisement. Et c'est du long terme. Et donc, il faut se dire que finalement, il y a un vase communicant entre les deux. Sur quoi on va miser? Qu'est-ce qui rend heureux? Et on a de plus en plus d'indices aujourd'hui qui montrent que miser sur la dopamine, le plaisir, le pouvoir, l'instantané, en fait, ça ne génère pas du bonheur à long terme. Tous les voyants sont en rouge au niveau de la santé mentale aujourd'hui. On est dans une société qui a privilégié tout ça et qui ne donne pas du bonheur. Donc la promesse de l'épanouissement à long terme par le confort matériel et par le plaisir lié à la consommation, finalement, n'est pas tenue. Alors qu'à l'inverse, tous les indicateurs de personnes qui font des bilans de vie pour trouver ce qui fait sens, trouver la raison d'être de leur action individuelle et collective, montrent que c'est un moyen de sortir de cette absurdité, de ce sentiment de vacuité et du burn-out qui en résulte bien souvent. Donc les marques peuvent raisonner comme ça pour dire on va proposer finalement à nos salariés, à nos collaborateurs, non pas de l'excitation à court terme, mais de la stabilité, un projet qui fait sens à long terme, de la protection, peut-être moins de profit, et mettre tout ça sur la table. Il y en a qui le font aujourd'hui et qui optent pour ça. Donc je pense qu'il faut que les marques considèrent quel est leur investissement à long terme. Est-ce que j'investis sur de l'apaisement et de la protection des salariés et quelque chose qui se défend au niveau des valeurs, ou est-ce que je continue finalement à nourrir mes actionnaires? Oui. Et, voilà. Après, dire les marques, c'est vrai que c'est finalement assez globalisant. Là, on allait vers la question comment faire bouger les marques oui. qui sont les plus prédatrices. Oui, mais c'est vrai qu'on a des images d'assemblées d'actionnaires, donc c'est des groupes, a priori, visiblement, ils trouvent du plaisir, eux, à voter pour gagner encore plus de dividendes. Mais ça rejoint il y a une addiction à ça. Plusieurs avis. Oui, il y a une addiction à la dopamine liée au profit et surtout au toujours plus. Stratum est paramétré pour la croissance. Il donne de la dopamine tant qu'on augmente les doses, tant qu'on augmente les profits, tant qu'on augmente la facilité. Si on stagne en termes par exemple, de masse monétaire au niveau d'un bureau d'actionnaires, le striatum s'éteint, il ne donne plus de dopamine, et c'est la même situation que chez un accro à la cocaïne qui n'a pas sa dose. C'est pas bon. Non, c'est pas très bon a priori. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, il y a une main levée, 2 mains levées là-bas. On va commencer monsieur et après madame. Bonjour, Atem Setkaoui. Je représente la Fédération de la mode circulaire. J'avais une question, selon vous, quels sont les canaux qu'on peut utiliser aujourd'hui de médias, de communication pour influencer l'intelligence collective, et est-ce que l'intelligence artificielle peut avoir un rôle demain dans l'expression des besoins et justement stimuler certaines actions positives pour le consommateur et l'acteur que nous sommes au quotidien? Et juste une réflexion, dans les entreprises ne sont que constituées d'individus, et donc normalement, si collectivement dans l'entreprise et les marques, ces individus ont une intelligence collective, on peut peut-être agir. Alors il y a 2 sujets, oui. L'intelligence collective est vraiment une notion qui est dans les esprits depuis longtemps. On parle souvent d'intelligence collective. Au niveau scientifique, c'est une notion qui peine vraiment à s'installer et à faire l'objet d'études reproductibles. C'est assez balbutiant, en fait, la notion d'intelligence collective scientifiquement. Il y a quand même quelques indices qui montrent que pour développer une intelligence collective, il y a certaines règles à mettre en place, mais pour l'instant, c'est surtout au niveau collégial, au niveau de la démocratie consultative, au niveau typiquement de ce qu'on peut voir dans des assemblées citoyennes. C'est du processus de délibération collectif qui repose sur quelques règles, le partage d'informations, le fait de ne pas se censurer dans le brainstorming, de
d'avoir aucune hiérarchie, il suffit qu'il y ait une personne qui soit perçue comme responsable ou chef dans un groupe pour que le processus de libération soit biaisé, que les participants s'auto-censurent, par exemple, des choses comme ça. Donc il y a des règles pour mettre en place des discussions collégiales qui donnent des meilleurs résultats une fois que ces règles sont respectées. Pour l'instant, le meilleur lieu, je pense, d'intelligence collective, c'est typiquement des assemblées citoyennes, comme des conventions citoyennes pour le climat qu'il y a pu y avoir, et qui donnent de très bons résultats sur le papier, quand c'est bien orchestré. Et le blocage, c'est ensuite dans la mise en œuvre par le pouvoir traditionnel. Hein. Après, l'IA, quel rôle elle peut jouer là-dedans ? Là encore, c'est vraiment au stade de l'exploration. Il y a eu quelques publications scientifiques qui ont montré, par exemple, que sur les réseaux sociaux, il peut y avoir très très vite des dérives dans la polarisation des points de vue qui donnent lieu très vite à des invectives, des logiques de domination, de rejet de l'autre, et que l'IA peut mettre son grain de sel là-dedans en suggérant à chaque internaute, à chaque participant, toujours des formules qui respectent la base de la relation humaine pour éviter d'aller dans la surenchère, de toujours inviter les gens à d'abord reconnaître le point de vue de l'autre, à nuancer sa prise de parole, des choses comme ça. Donc il y a déjà, oui, des études qui montrent que l'IA peut jouer le rôle de facilitateur, mettre de l'huile dans les rouages comme ça. Après, pour aller plus loin, je pense qu'il va y avoir vraiment des vrais enjeux de l'IA comme collecte d'informations, traitement et force de proposition qui synthétise en fait les différentes propositions. ChatGPT fait déjà un petit peu ça. Voilà. Et après, quand on va au bout du raisonnement, se pose la question, moi je reviens toujours à l'idée que, là on parle d'un futur désirable, on parle de désirabilité, comment faire en sorte qu'on ait envie. Il y a un moment, quand on va arriver dans le dur de la pénurie et des problèmes géostratégiques qui vont se poser, de l'accès aux ressources, et ça va arriver assez vite, je pense qu'on sous-estime l'accélération, on est pris de vitesse de plus en plus. Récemment, on est arrivé à 1,4 de réchauffement climatique par rapport à l'ère pré-industrielle. Le GIEC disait qu'il faudrait se limiter à 1,5 en 2100. On y est déjà, donc on est pris de vitesse. Donc quand on va arriver à un moment où on va faire face vraiment aux difficultés, ce sera plus seulement, je crois, une question de désirabilité, ce sera une question de dire il faut, de survie. C'est-à-dire, ce qui va motiver l'action, ce n'est pas simplement se dire c'est génial, c'est des opportunités, c'est-à-dire que c'est nécessaire. Et là, pour se dire on fait face à des situations de crise comme celles qu'on peut revoir dans les conflits, hein, comme ce qu'il y a pu avoir dans la Deuxième Guerre mondiale. Je veux dire, les Anglais ne se sont pas dit il faut résister au nazisme parce que c'est désirable, ils se sont dit on est obligé, on n'a pas le choix. Donc on va être là-dedans. Et là, je reviens à notre cortex préfrontal, qui est la partie de notre cerveau qui est très douée pour nous permettre de faire corps face aux nécessités et face aux crises. Et là se pose la question, souvent dans les discussions, est-ce que les humains sont capables pour mettre ensemble de façon délibérée et démocratique des règles de restriction pour vivre ça de la meilleure façon, ou est-ce qu'il faut, et ça revient à chaque fois, une dictature verte? Et là, l'IA vient sur le devant de la scène parce que l'IA est perçue souvent comme un juge assez neutre, assez impartial, qui serait capable de distribuer les cartes de façon équitable entre les humains. Et là, la question va se poser. Ce sera peut-être un outil, et comment faire en sorte que ce ne soit pas la porte ouverte vers une bascule dans une technocratie gouvernée par des ordinateurs. Il nous reste 3 minutes. Madame, vous aviez une question ? Donc ce sera la dernière question. On sent bien que les échanges sont passionnants. Il y a beaucoup de questions aussi. Et une sorte de fatalisme aussi sur mais est-ce que vraiment on peut arriver à changer les entreprises ? Est-ce que vraiment les dividendes ? Est-ce que vraiment... Bon. Madame. Stéphanie Bailly, Decathlon. Moi, j'ai une question très concrète. Vous avez parlé de comment un individu pouvait influencer un groupe de par ses actions, la façon dont il montre aux autres comment faire différemment. Est-ce que vous avez des exemples très concrets sur un individu qui a réussi à changer un groupe de façon dans l'histoire ou voilà, moi, j'aimerais bien avoir des exemples de ce genre d'action. Nelson Mandela, Mikhail Gorbatchev, mais c'est dans le domaine politique. Mais ce que montre la psychologie sociale du changement d'attitude, c'est que ça part toujours d'une minorité. Ça part toujours de quelques individus qui sont porteurs d'un message de protestation et ça fait tache d'huile. Alors un exemple dans le domaine commercial, quelqu'un qui a vraiment changé la donne. Je sais pas, moi ce qui me revient à l'esprit, c'est l'image du footballeur justement Cristiano Ronaldo là en conférence de presse pendant je ne sais plus quelle compétition. Oui. Il avait des bouteilles de boissons gazeuses très connues et puis il dit non, moi je veux pas ça, je veux de l'eau.
Et dans la journée, les actions à Wall Street de la firme de boissons s'étaient effondrées. Bon, un an après, il est parti jouer, on sait où. Non, mais évidemment. Mais il a une action voilà. était très bien, pour le coup. Il fallait le prendre. Maintenant, tu continues, on te suit. C'est ça. Non, mais ça montre la puissance de l'effet potentiel, quoi. Ça devrait inciter à aller chercher ces gens, leur dire maintenant, tu peux inaugurer une nouvelle ère, quoi. Du coup, une question, Fanny, Clarisse, comment envisager que les marques vont scier la branche sur laquelle elles sont si bien installées? C'est une question de Clarisse. Une question de Fanny, on revient donc toujours à l'aspect financier. Comment convaincre les influenceurs en les payant, 3 petits points de suspension? Comment inciter les influenceurs sportifs, etc. etc. Là, en 30 secondes, on leur dit quoi? Demain, on va voir Mbappé, on lui dit quoi pour qu'il change tout? Je sais qu'il n'y a pas de recette magique. Je pense que là, il faut travailler sur les techniques de persuasion. Il y a la théorie de l'engagement qui est quand même quelque chose de très puissant. Une fois qu'on amène quelqu'un à s'engager publiquement, à faire un petit pas dans la bonne direction, c'est très difficile de faire machine arrière. Ouais. Donc il y a la théorie des petits pas, il y a... Je pense qu'il y a aussi la raison, c'est-à-dire qu'à un moment donné, des gens, même quand ils sont pris dans un système, peuvent comprendre, d'une part, comment il fonctionne, et ça je le vois avec des dirigeants qui changent, et des citoyens encore plus facilement, parce qu'ils sont moins pieds et poings liés avec des engagements financiers, mais à partir du moment où ils comprennent qu'ils sont un peu le jouet aussi de ces petites molécules dans leur cerveau, et qui se disent mais c'est vraiment trop stupide, quoi. Ouais. On ne va pas continuer comme ça, qui peut se dire mais non, moi c'est terminé, je vais remettre de la raison là-dedans, je vais remettre du sens. Il faut juste savoir appuyer sur pause et se retrouver un petit peu. Oui, il faut un peu en appeler aussi au ressort, à l'esprit de révolte de l'individu, se dire finalement, si en cherchant toujours plus de profit, de facilité, je ne fais qu'obéir à une partie de moi-même qui est exactement la même que dans le cerveau d'un macaque, c'est pareil, hein. Finalement, où est mon humanité? Et si j'ai des enfants, voilà. Est-ce que je suis purement égoïste? Je pense que la question de l'absurdité doit être posée à un moment donné. Après, ces programmes de persuasion, ils sont à réfléchir. Il y a aussi des phénomènes d'ego, de compétition d'ego. On sait très bien que les gens qui ont un gros ego, quand ils sont tous ensemble, par exemple, ça va être la lutte des égos. Donc si on dit qui va se montrer plus vertueux maintenant, là, on est tous ensemble dans un dîner de charité, vous montez sur scène, qui donne? On sait très bien que si on leur demande de donner tout seul en ligne dans un coup de téléphone, ils ne veulent pas. Par contre, s'ils sont tous ensemble, ça va être la compétition des égos. Là, il peut y avoir de la surenchère dans la vertu aussi. Donc, il faut pouvoir jouer là-dessus. Mon striatum est mis à rude épreuve parce que mon chrono, là, je suis complètement dans le rouge. Merci Sébastien, hein, vraiment. Merci beaucoup. Votre mot heureux, c'est quoi? Réactiver la part la plus humaine de notre cerveau, tout simplement. Merci. Qui est laissé en friche depuis trop longtemps. Merci Sébastien. Vous restez. On vient de le voir, donc il y a un rapport vraiment très très émotionnel avec nos vêtements, avec les chaussures, avec les choix qu'on fait, avec tout ce qui nous distingue d'un groupe et tout ce qui nous en fait faire partie au final. Je vous propose maintenant qu'on s'interroge vraiment sur ces changements de comportement, ces changements qu'il va falloir accélérer. Et on va s'interroger là-dessus avec Inès Bizot, dirigeante de June Marketing, et Sandra Baldini, directrice du pôle communication, aussi, et consommation de Refashion. Merci Sébastien. Merci à tous. Bienvenue mesdames. Alors, Inès Bizot, donc je le disais, June Marketing, c'est quoi June Marketing en 2 mots? C'est un institut d'études et donc nous, notre rôle, c'est d'écouter les consommateurs et d'expliquer à nos clients, généralement qui sont des marques, comment faire pour entrer dans leur logique et avoir plus d'impact auprès d'eux quand on veut lancer des nouveaux produits, des communications. Merci Inès. Bon, Sandra, Refashion, a priori, tout le monde connaît. A priori. Ouais. Donc on présente pas. On présente pas. Alors, mesdames, sans plus attendre, on est allé sur le terrain, on est allé interviewer des consommateurs, on a recueilli leurs confidences, on regarde une petite vidéo et on réagit. Ça vous va? Très bien.
vêtements très longtemps. S'ils me plaisent vraiment, je veux dire que j'ai pas eu de problème de prise de poids ou comme ça. Je dirais 2-3 ans. Peut-être 3 ans. Le temps de la journée, perso. Excellent. 20 à 30 ans. Hein. Jusqu'à ce qu'il soit plus portable. Ça dépend du type de vêtements. Les manteaux, ça vraiment, c'est très longtemps, vraiment 4, 5, 6 ans. J'essaye de les garder le plus longtemps possible. Après, en fonction de la qualité de ce que j'ai acheté, ça dure plus ou moins longtemps. Ça peut être 5 ans, 10 ans ou 1 an, ça dépend. Mes chaussures, je les garde vraiment jusqu'à ce que ce soit plus réutilisable. Combien de temps les vêtements? Franchement, moi, un manteau, je le garde toute ma vie. C'est très aléatoire, selon les saisons, mais je dirais en grande quantité quand même. Avant, j'en achetais beaucoup, mais maintenant, je consomme beaucoup plus Vinted et Friperie. Parce qu'en fait, je me lasse de la fast fashion. Ouais, 3-4, on va dire. Moi, je pense une dizaine. Je pense que j'achète le vêtement 1 fois par mois. 1 fois dans le mois 2 fois dans le mois. Je sais pas, je vais dire 30. Est-ce que ça compte chaque 30 vêtements? Chaque slip? Je sais que cette année, j'ai été dans mes l'outrance, vraiment, c'était scandaleux. J'en ai acheté beaucoup trop. Au moins une vingtaine, facile, même plus, si c'est pas le double, je compte même pas. C'est plus une dizaine du coup. Des vêtements, je vais pas vous mentir, j'achète à chaque mois. Mais j'ai un peu réduit parce que ça monte les prix. Plus le prix et la qualité. La qualité, donc si le vêtement il va durer dans le temps, pour moi c'est super important. La mode responsable, pour moi c'est quand même important. Du coup, c'est vrai que je suis prêt à payer un peu plus pour des vêtements durables. Un tout, le prix, la qualité. Pareil, prix et qualité. Le style. Pour certaines choses, j'aime bien que ce soit une petite qualité, mais en vrai, je prends toujours le moins cher, donc la qualité la plus basse. Je suis pas du tout sur une consommation qui regarde beaucoup la provenance des marques, honnêtement. Ni plus ni moins. Beaucoup moins d'articles neufs maintenant. Moi, plus je grandis, plus je dépense, j'ai envie de plaire. Honnêtement, je pense que j'achète quand même beaucoup moins neuf qu'avant. toujours autant. J'ai pas changé, moi. Moi, c'est moins. J'achète plus en seconde main du coup. J'achète plus comparé à avant. Moi, depuis que je m'intéresse un peu à la mode durable, un peu moins. De la saleté, parce que ça ne dure pas, qu'on roule les gens, qu'on les prend pour des pigeons. C'est produire en quantité pour pouvoir inciter en fait le consommateur à être éternellement insatisfait. Le prix il est assez abordable, mais la qualité il ne va pas avec. Fast fashion, des vêtements pas chers, qui tiennent pas longtemps, qui se délavent vite, qui perdent leur forme. Et qu'on doit de toute façon racheter très souvent parce qu'ils ne sont rapidement plus portables. Les vêtements consommés en grande quantité, dans des usines pas forcément très éthiques. C'est du prêt-à-porter, accessible à tout le monde et fabriqué en quantité immense et jeté à moitié. Je pense que oui. Ouais, c'est possible maintenant, parce que justement, il y a aussi l'univers un peu du vintage qui s'est beaucoup développé. Carrément, oui. Il faut se donner les moyens. Il y a les sites de seconde main, il y a des friperies maintenant, les brocantes, on peut trouver, chiner des pièces partout. Oui, voici l'exemple. Alors on l'a vu, il y a des sourires, il y a des rires, il y a des réactions en tout cas. Inès Bizot, vous êtes intéressée avec June Marketing, vous avez sorti une étude autour des leviers, des freins pour changer ces comportements. Est-ce que vous pouvez nous dévoiler quelques étapes de cette étude? Oui, parce qu'en fait, quand on parle de changement de mode de consommation, changement de modèle, changement de paradigme, à un moment donné, en face de nous, c'est quand même aux citoyens qu'on parle, aux consommateurs. Et donc, en effet, ici, je vais partager avec vous quelques enseignements qu'on a pu accumuler pour comprendre comment, en fait, on peut parler de manière juste et engageante aux consommateurs quand il s'agit de les appeler à bouger. Et en fait, il faut bien avoir à l'esprit que quand on parle écologie au sens très, très, très large aux consommateurs, on lui parle d'un sujet qu'il ne comprend pas dans sa globalité, qu'il voit vraiment comme une nébuleuse qui va avoir des enjeux intimes, sociaux, on en a beaucoup entendu parler, politiques aussi, et que, en fait, c'est tellement complexe pour un consommateur qu'à la fin du jour, il est plutôt paralysé et il y a une très grande inertie, même s'il y a un discours de surface où chacun va dire oui, il faut bouger, en fait, il y a énormément de freins.
on a tous une bonne raison de ne rien faire quand il s'agit de changer nos modes de consommation. Et donc connaître ces freins, pour vous les marques, c'est hyper important parce que vous pouvez taper plus juste si vous adressez ces freins, plutôt peut-être que de parler de motivation, parce qu'en réalité les motivations on les connaît toutes et tous, on les partage, mais en fait les freins ils sont très profonds. Donc il y a tout un tas de freins que je vais juste lister là, mais que Donc là, oui, on a une liste de freins. Comment on fait du coup maintenant pour les changer un peu? Déjà, on les connaît bien. Déjà, on s'efforce de bien comprendre à qui on s'adresse quand on parle aux consommateurs. Et puis derrière, on cherche des arguments ou des opérations qui soient en phase avec ça, qui soient compatibles. Alors, je ne sais pas si je voulais, je les liste, les freins. Non, on va pas avoir le temps. Alors, on ne va pas avoir le temps. OK. Alors, si on n'a pas le temps... Mais il y aura le replay, bien sûr. En effet, je peux passer à quelques conseils ou quelques bonnes pratiques qu'on a pu mettre au jour. Je crois qu'il y en a 5 pour les marques quand ils veulent donc s'adresser ou mettre en place des opérations à destination des consommateurs. Premier conseil qu'on peut donner, c'est de faire simple. Il faut toujours faire simple dans la vie, mais là encore plus parce que le sujet est d'une telle complexité que si on veut vraiment être efficace, il faut se mettre au niveau des consommateurs en étant très visuel, très basique, très immédiat. Donner des objectifs atteignables, c'est hyper important parce qu'en fait, donner de trop gros objectifs ou des objectifs trop ambitieux, on paralyse. Et donc, dire que finalement, l'écologie, c'est une somme de petits gestes, qu'on peut faire une toute petite chose et que déjà, ça a un impact. Montrer des images fortement évocatrices aussi. Pour chaque bonne pratique, on a mis des exemples qui nous paraissaient intéressants. Le deuxième conseil qu'on peut donner, on a appelé ça avoir du cœur, c'est-à-dire se mettre en empathie avec le consommateur, comprendre ses difficultés de mise en action, comprendre ses doutes, admettre que c'est compliqué, ne pas le juger évidemment, valider ses imperfections et l'accompagner, éviter bien sûr les postures injonctives qui pourraient encore plus le paralyser. Faire preuve d'humilité quand on est une partie prenante de l'écologie, c'est aussi hyper important parce que l'écologie, c'est un sujet qui n'arrête pas d'évoluer. Un jour, on va nous demander de faire ci, le lendemain, on va nous demander de faire l'inverse. Il faut admettre en fait, que parfois, on n'est pas très cohérent par rapport à ça, mais c'est parce qu'on en apprend tous les jours et que rien n'est figé en matière d'écologie. Il n'y a pas de solution miracle, donc ne pas, en tant que marque, se présenter comme un donneur d'ordre et comme une référence absolue, je pense que c'est assez important. Trouver son plaisir, c'est un pas de côté peut-être à faire quand on veut parler d'écologie aux consommateurs, mais c'est l'idée de sortir des discours un peu donneurs de leçons et montrer que dans l'écologie, il peut y avoir de la joie, il peut y avoir du fun, il peut peut-être y avoir du glamour, sortir de la contrainte, peut-être mettre en scène cette idée de transition joyeuse et redonner un peu de désirabilité sociale. Je vous ai entendu en parler aussi, c'est hyper important. Donc c'est pas que chiant, l'écologie. Non, ça peut être joyeux. C'est aussi source de joie. Et puis dernière posture, probablement la plus difficile à adopter, mais c'est toujours intéressant d'y réfléchir, carrément casser les paradigmes, casser les idées reçues. C'est un enjeu de rupture là, et ne pas hésiter à être provocateur quand on veut vraiment faire bouger les lignes. Merci beaucoup Inès, merci d'avoir fait court, pardon. Je sais que ce n'est pas un exercice facile. On va se regarder une autre petite vidéo et après Sandra, je veux vous entendre sur cette vidéo. Une vidéo plus axée sur la réparabilité, le recyclage, etc. etc. Neuf. En neuf, je souffre d'allergie, donc pour moi la seconde main, c'est hors de question. Les deux. Le goût du neuf, ça reste quand même quelque chose, c'est neuf quoi. Plutôt occasion maintenant. Neuf, ça m'arrive, mais j'évite. Moi, je suis plutôt les deux. Moi, c'est toujours neuf. J'hésite un peu à aller en flip. Finance, toi. Non, mais des gens ont porté, ont transpiré, ont sué dans leurs pantalons, je sais pas. Moi, les deux, occasion et neuf. Par exemple, aujourd'hui, j'ai une tenue 100% quasiment faite avec que des choses que j'ai récupérées de mes parents ou des amis qui me les ont redonnées. Du coup, occasion, forcément. J'aimerais préciser que j'ai rien contre le neuf, juste c'est souvent de très mauvaise qualité par rapport aux vêtements qui ont été fabriqués il y a une dizaine d'années.
Par exemple, ce trench, c'est de la seconde main, c'est un friperie. Peut-être des chaussures, quelques t-shirts ou des pulls. Moi, je vais en prip maintenant. Mais plus pour acheter des vêtements genre style manteau qui sont très durables. Tout ce qui est pantalon, short, pull, manteau. Plus t-shirt, pull, manteau. Et après jean rarement parce que j'aime bien quand même les essayer, mais short par exemple. J'achète plus souvent des t-shirts, sinon des bonnets, des foulards, des chaussettes. Les sacs, la blouse et les chaussures. Veste, le t-shirt. Moi, ouais, c'est plus... Enfin, vraiment, chaussures, je peux pas... Enfin, c'est... Je pense que ça me vient un peu de ma mère. J'ai pensé le faire une fois et elle m'a dit non, surtout pas. Internet, parce qu'en boutique, j'arrive pas à faire de choix. En neuf, moi je suis plus achat en boutique, mais en seconde main, plus internet. Si on achète en seconde main, plutôt en vrai pour pouvoir quand même voir le vêtement, pour l'essayer. Les deux maintenant. Parce qu'il y a des choses qu'on peut avoir en boutique facilement et des choses que je préfère attendre d'avoir de meilleures en fait, d'opportunités sur Internet, ouais. Plus en boutique. Actuellement sur Internet parce qu'en boutique, je ne trouve pas ma taille. Je fais pas mal sur Internet maintenant. Sur Internet. Ouais, bah oui, lisible et efficace. J'achète rien sur Internet, donc c'est la des friperies. Ça, non. J'ai encore jamais fait. Non. Quand je peux, oui, même s'il n'y a pas de réduction. Non, je l'ai jamais fait, je savais pas que c'était possible. Oui, je l'ai fait à... Non, je l'ai fait. Je crois que il y a moins de pas sûre que j'étais au courant qu'on pouvait le faire. Quand j'ai le temps et quand j'ai la possibilité, je donne à des associations des vêtements que je n'utilise plus. Quand ils sont en suffisamment bon état, essayer de les revendre, que ce soit en broc ou sur du Vinted, ou les passer à des amis qui, elles, pourraient être intéressées. Soit je donne, soit je vais... Ce qui est potentiellement revendable, je le mets sur Vinted. Au recyclage. Oui, mais pas à la poubelle. Moi, je jette jamais. Je l'ai recyclé. Soit j'arrive à vendre sur Vinted, sinon en point relais, je sais qu'il y a souvent ça dans les déchetteries. Mes vieux vêtements ne sont plus portables, donc je les mets dans la benne si ça vaut la peine, mais en général je les jette parce que c'est juste un torchon. Oui. À longueur de vêtements. Tu vois ma chemise bleue là que je mets tous les jours là, comme un sale. Elle a un trou, même il fait la taille du Nevada, je vais essayer de le reboucher quoi, parce que j'aime la chemise. Je ne sais malheureusement pas coudre. J'essaie de m'en occuper comme je peux, quoi. Mais je suis pas une grande couturière. Réparer, reprendre, finalement, j'ai quand même beaucoup touché à la couture, donc je me débrouille, disons. Ouais, bien sûr. Oui. Si c'est les vêtements que j'aime beaucoup, bien sûr, je les répare. Ça m'est arrivé, mais bon, c'est rare, je fais très attention. Ouais, ça pourrait être pas mal, ouais, pourquoi pas. Oui, pourquoi pas. Oui, ça m'aiderait un peu plus dans la vie de tous les jours. Oui, entièrement. Il n'y en a pas assez. En vrai, oui, ça serait super intéressant. Après, le fait de payer, sachant que ma mère peut le faire, ça non. Bah moi mes vêtements ils sont trop peu chers pour que j'aille le faire. C'est-à-dire je suis persuadé que la réparation elle va coûter au moins le double de mon t-shirt à 8 €. Ouais. Écoutez, actuellement, je pensais pour la Saint-Grégoire parce que tout ce que j'ai me plaît, je le porte. Les deux. Je me rends compte qu'il y a des choses que je n'utilise pas, mais que j'achète. Peut-être qu'il faut que je baisse un peu sur le mode d'achat. Moi, c'était il y a 3 semaines. Ça déborde beaucoup. C'est à peu près 1 ou 2 fois dans l'année, disons. Normalement, je dois m'y mettre là prochainement. Enfin, je procrastine. Et oui, la procrastination. Et oui. Puis un trou de la taille d'une Nevada, ça c'est formidable. Sandra, votre truc à vous, et le truc de Refashion à vous, votre dada, c'est justement la transformation des comportements, le changement des comportements. Accompagner les changements de comportement. Qu'est-ce que vous on en dites apprend, de ça? On apprend beaucoup et on les écoute et on les interroge régulièrement pour voir où en sont les Français, où en sont les consommateurs. On voit qu'il y a un gros besoin de pédagogie. Et il faut ressasser, on dit la répétition fixe la notion, mais ouais. Voilà, il faut revenir régulièrement. Et effectivement, nous, on s'est basé sur les leviers qu'évoquait Inès tout à l'heure. Et on se dit, on ne va pas être dans l'injonction, on va montrer que c'est fun, c'est sympa, c'est créatif. On est dans un univers qui parle d'image, qui parle de vêtements, qui parle de soi, qui parle évidemment d'usage. Et donc, on va traiter ça de façon beaucoup plus positive, et on fait ce qu'on appelle de l'edutainment, c'est-à-dire de la pédagogie avec de la partie toute éducation et la partie entertainment, donc divertissement.
Et c'est pour ça qu'effectivement, on a lancé cette année une web émission qui s'appelle Mission Refashion. Si vous ne l'avez pas encore vue, je vous invite à la regarder. Scannez-la. Avec effectivement ce principe de donner envie, vous en parliez tout à l'heure avec Sébastien Boller, c'est que si on commence à former ce groupe de plus en plus grand et de plus en plus puissant et évocateur et qui donne envie avec des bons comportements, et avoir des bons comportements, ça reste fun, ça peut être sympa, etc. C'est pas chiant, comme disait Inès. Et c'est vraiment l'objectif qu'on se donne. Donc c'est l'objectif aussi de cette web-série, Mission Exactement. Refashion, que je vous encourage vraiment à scanner et puis à savourer, vraiment. Et vous, sur le chat, dites-nous aussi, est-ce que ça vous arrive régulièrement de donner, de jeter, de trier, de recycler, de réparer, bien sûr. Voilà, n'hésitez pas à participer aussi sur le chat. Merci beaucoup, mesdames, pour cet éclairage. Court, dense, mais très riche. On retrouve votre étude également sur le replay et sur le site de Refashion. Merci beaucoup. Merci. Alors, nous nous sommes projetés en 2050, on a souligné le rôle important des médias, des influenceurs, on l'a vu avec Sébastien Boller notamment. On a vu le rôle important de la représentation du textile et de la chaussure dans le grand récit collectif, le fameux grand récit. Et bien maintenant, on va justement se poser sur ces médias, sur ces influenceurs. On va se poser avec Swan Périssé, avec Aboubacar Sega Kanouté, avec Victoire Sato et avec Régis Langlade qui arrive pendant le jingle. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Alors, on va parler tous ensemble, mais juste un petit tour. Là, on prend un peu le temps. Vous voyez le chrono, on a 40 minutes, on est bien. Vous aurez aussi la possibilité de poser un maximum de questions ici dans la salle, et puis vous, bien sûr, sur le chat, bien sûr. Juste un petit tour de table très très rapide. Victoire, The Good Goods, en quelques mots, c'est quoi ? N'importe quel micro. Non, vous êtes déjà équipé. En effet, pardon. C'est l'avantage. Bonjour à toutes et à tous. The Good Good, c'est le média et le bureau d'expertise de la mode fondée sur des preuves. D'accord, donc là on prouve, on démontre. Je ne sais pas si vous voulez que je détaille un petit peu. Oui, en effet, la mission, c'est de permettre de faire en sorte que cette industrie repose sur des fondements qui sont prouvés, qui sont des faits mesurables, une traçabilité sur l'ensemble des chaînes de valeur, une capacité à décomposer l'ensemble des éléments d'un produit et de faire état des impacts environnementaux, de ce qui se passe donc d'un point de vue social, mais également de pouvoir maîtriser les différents cycles de vie une fois qu'il est dans les mains du consommateur. Et l'étape qui accompagne l'ensemble de ces jalons, c'est probablement la communication. Comment est-ce qu'on met en mots tout ce qu'on fait et qu'on en fait la démonstration à la fois aux parties prenantes et à la fois aux consommateurs. Merci Victoire. Aboubacar Sega Kanouté, comment vous vous définiriez, vous, s'il fallait définir une de vos nombreuses casquettes ? Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est compliqué. Je fais pas mal de choses, mais moi, ma compétence principale, quand même, c'est journaliste. Ouais. Donc moi, j'ai travaillé pour différents médias comme Canal+, BFM, GQ dernièrement. Donc là, mon expertise actuelle, c'est le vêtement, donc la mode. C'est pour ça que vous avez indiqué un créateur de contenu. Parce que sur les réseaux sociaux, je ne parle pas de style en tant que tel, mais je parle plutôt de savoir-faire. J'essaie un peu d'expliquer un peu les coulisses de la mode, et je dis souvent du vêtement, pour essayer de désacraliser un peu quelque chose qu'on ne connaît pas ou qu'une personne normalement constituée ne connaît pas ou s'intéresse peu. Ben, on va montrer quelques images après de trucs, effectivement. Moi, je ne les connaissais pas. Certains, évidemment, mais vous êtes super branchés, donc vous connaissiez, mais moi, je ne connaissais pas. Et je suis très curieux d'en parler plus avec vous. Swan, même punition, vous vous décririez comment ? Parce que là, vous êtes créatrice de vidéos, productrice et humoriste. Ça vous décrit parfaitement ? C'est très bien décrit. C'est moi qui ai envoyé le... non, moi, je suis mais humoriste. Vous êtes plein d'autres choses. Voilà, je suis humoriste et je suis humoriste sur scène et sur les réseaux sociaux. Donc, on m'appelle aussi influencer quand on est bilingue. Et vous, il y a quelque chose que vous me disiez en préparant cet échange, c'est qu'il y a beaucoup d'influenceurs, eux, leur rêve, c'est d'être connus, d'être célèbres, point barre. Et donc, ils font tout pour être célèbres. Vous, votre truc, c'était faire de l'humour, c'était pas forcément délivrer des grands messages. Vivre à Dubaï.
Vraiment, Voilà, c'est mon objectif. Vous, c'est vivre à Dubaï. principal. Sauf qu'il y a quand même un truc qui vous a percuté, c'est une sorte de choc de conscience. Et ça vous a un peu réinterrogé votre manière d'être influenceuse. Tout à fait. Bah ouais, moi, en gros, moi, je voulais être connue au début, donc vraiment depuis mes 12 ans, je voulais être la star de la récré, puis après, je me suis rendu compte que je pouvais être la star de l'école, etc. Et après, j'ai découvert les réseaux sociaux, j'étais là, on peut être la star du monde. Et à un moment, ouais, je faisais beaucoup de vues, donc je me suis développée d'abord sur YouTube. J'ai atteint 300 000 abonnés, 400 000, 500 000, et tout à coup, je me suis dit, ah, ça sert à rien. Et donc, je me suis dit, bah voilà, que faire du divertissement, c'est chouette, faire rigoler les gens, c'est chouette, et avoir des messages, c'est encore mieux. Donc, je me suis interrogée sur ce qui comptait pour moi dans la vie. Et ce qui compte pour moi dans la vie, c'est le féminisme et l'écologie. Et donc, j'ai commencé à en parler beaucoup sur les réseaux sociaux. C'est pour ça qu'on a trouvé ça pertinent de me faire venir. Parce que sinon, ça n'aurait aucun sens. Carrément, et on va le démontrer durant toute cette conversation. Régis Langlade. Régis, vous êtes spécialiste en stratégie de marque, branding chez UM Worldwide, directeur marketing et développement, oui d'ailleurs, c'est ce qui est marqué là et c'est ce qui n'est pas marqué sur ma fiche. Ça vous définit bien aussi, mais il y a sûrement d'autres trucs. Il y a d'autres trucs. J'ai été aussi entrepreneur, j'ai créé mon agence. Je suis beaucoup moins populaire que mes amis. J'ai que 300 followers sur Instagram. Mais, voilà. mais vous, votre truc, c'est d'accompagner les marques aussi dans leur compréhension des nouveaux enjeux, quelque part. Des nouveaux enjeux et des enjeux actuels aussi, malgré tout, parce que, on en parlait tout à l'heure, mais il y a une notion du temps qui est hyper importante dans tous ces sujets-là. Et aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Moi, je fais face à des marques qui ont besoin de grandir, de se faire connaître. Et en 2050, je ferai face à des marques qui seront sensiblement différentes, probablement. Ouais. Oui, alors voilà, parce qu'on est là pour se poser la question. 2050, je trouve quoi dans les médias? Bon, je ne vous cache pas que quand on s'est tous un petit peu appelés, j'ai eu des rires. Alors ça, c'est quand on est en visio, on voit une surprise, on voit des sourires. Quand on est au téléphone, on imagine les yeux qui se lèvent au ciel. Non, mais 2050, j'ai eu beaucoup d'embarras, en fait. J'ai eu des silences. Et j'ai eu aussi mais il n'y aura plus de réseaux sociaux, il n'y aura plus de médias. Enfin bref, ça a pu être aussi drôle et plombant en même temps, quoi. 2050, je trouve quoi dans les médias? Donc on va tout doucement faire un tout petit pas de côté par rapport à cette question-là. D'ailleurs, voilà, on passe. Voilà. Et là, je vous propose juste maintenant, on est en 2023, 2024 bientôt. Comment vous voyez les changements vers ces médias de 2050? Comment vous les imaginez? Peut-être vous, Régis, qui êtes au contact des annonceurs au jour le jour. C'est une grande question. C'est une grande question. Ouais, j'imagine. Heureusement qu'on a 40 minutes. C'est compliqué de se projeter sur 2050, de voir, d'estimer vers où on va. Alors, je ne suis pas sûr qu'on puisse affirmer qu'il n'y aura plus de réseaux sociaux, il n'y aura plus de planète, il n'y aura plus rien, etc. Enfin, je pense qu'on vit dans une société de consommation aujourd'hui. Qui est ce qu'elle est. On l'a créée, on essaye de lutter contre ça aujourd'hui parce qu'on se rend compte que c'est clairement pas une solution, c'est la cause de notre situation économique, écologique et compagnie, et que les marques, finalement, en sont une des principales raisons. Moi, mon métier aujourd'hui, c'est de dire aux marques où est-ce qu'il faut aller. Je travaille dans les médias, donc quelles sont vos audiences, qu'est-ce qui les motive au quotidien, comment on fait pour aller les capter, comment on fait pour générer du business. C'est presque un gros mot, je reste poli, mais c'est un gros mot en étant ici. Comment on va continuer à générer du business demain? Et je pense que c'est une des grandes questions à laquelle on n'a pas la réponse aujourd'hui. Se projeter dans les médias, on répondra peut-être un peu plus dans le détail tout à l'heure. Mais... Oui, mais c'est là où il y a des approches justement un petit peu différentes pour les marques, pour les annonceurs, à travers l'humour ou à travers le sérieux, la preuve, vraiment, ça c'est hyper important. Qui veut je vous regarde Victoire, Swan. Moi, je pense qu'en 2050, il n'y aura plus de réseaux sociaux et je pense qu'il y aura des pénuries d'Internet. Et c'est pas drôle, il n'y a vraiment pas de vanne sur ça. Et je pense que c'est à nous tous et toutes, main dans la main, de préparer cette transition vers une autre vie. Et notamment aux influenceurs, influenceuses. Et à tous autant que nous sommes, de faire en sorte que ce soit pas du luxe en 2050 de pouvoir faire des stories, échanger, regarder Netflix toute la journée. Et c'est vraiment chouette de faire ça. Et voilà, donc moi je pense qu'il faut se dire, moi j'aime bien imaginer le pire en 2050 et me dire comment on peut
orienter et créer des mouvements de foule pour que ce ne soit pas l'enfer en 2050, quoi. Oui, pour que tout le monde de l'influence ne soit pas que des influenceurs à Dubaï. C'est ça. Ouais. Ouais. Victoire, vous, qu'est-ce que ça vous inspire, ça? Moi, j'aime beaucoup cet exercice de prospective, mais contrairement à Swan, je dirais que je suis une pessimiste enthousiaste, que je traite mon éco-anxiété par l'action et que je considère que le futur, globalement, est un peu l'histoire qu'on a envie de se raconter. Et j'aime bien cette idée parce que ça nous permet d'être acteurs du sens qu'on veut donner à cette histoire et d'aller chercher les moyens, les partenaires, le réseau qui peut nous aider à aller dans le sens positif ou négatif de l'histoire justement qu'on a envie d'écrire. Toute la difficulté, en fait, c'est d'essayer de sortir de scénarios donc, spéculatifs qui soient soit tendanciels, donc c'est-à-dire basés sur un peu le as usual. On sort des chiffres qui nous permettent de nous dire que le semestre prochain, la consommation va évoluer dans tel ou tel sens, qui ne soient pas non plus complètement noirs, c'est-à-dire que ce sont des scénarios, alors je préfère penser que ce sera moins terrible que ce que tu décris, Swan, qui soient des scénarios, pourquoi pas, de rupture, donc d'aller chercher vraiment des shifters et de soutenir des innovations industrielles qui proposent des schémas vraiment audacieux, type comment est-ce qu'on s'extrait de la pétrochimie dans la mode, et des entreprises y travaillent. Et puis, le quatrième type de scénario, c'est le scénario souhaitable. Qu'est-ce que je veux? À quoi je m'autorise à rêver? Et ça, c'est important parce que je trouve qu'aujourd'hui, on a perdu en tant qu'être humain et en tant que consommateur, principalement, cette capacité à rêver, c'est-à-dire tout simplement imaginer des scénarios alternatifs à ceux qu'on connaît. Donc, c'est vraiment changer le narratif. Et ça part de la petite enfance. Qu'est-ce qu'on raconte à ses enfants? Une belle histoire qui ne consiste pas juste à corréler de façon linéaire un nouvel achat à un bonheur. Comment est-ce qu'on raconte la circularité, la réparation? Comment est-ce qu'on met des émotions dans ce qu'on vit comme expérience et comment est-ce qu'on fait en sorte d'être plus des êtres que de mettre en valeur le verbe être plus qu'avoir. Donc c'est vrai qu'en 2050, idéalement, c'est peut-être un peu de la prophétie autoréalisatrice, mais j'aimerais bien qu'on soit tous finalement des médias, parce que je me suis vraiment posé la question de sera quoi les médias techniquement en 2050, ça va tellement vite, il y aura probablement eu 50 itérations de TikTok différentes, on aura de l'information encore plus dégraissée et encore plus simplifiée. Il y a la montée en puissance, bien sûr, de l'intelligence artificielle. Alors, ça pourrait faire l'objet d'un débat en soi, mais je pense que c'est malgré tout quelque chose à ne pas négliger. Et pareil, il y a un prisme qu'on peut choisir, positif ou négatif, dans l'usage de ces outils. Si je choisis d'en faire quelque chose de positif, comment je m'intéresse à la techno? Comment je fais en sorte que les outils d'IA servent à créer des boîtes qui nous responsabilisent et qui nous rendent plus heureux et plus en adéquation avec nos écosystèmes versus Chine, qui est un monstre qui est destructeur de tout sur son passage. Et puis, comment moi-même je deviens un média, parce que finalement, vous l'avez évoqué, malgré le fait qu'on ait 300 followers sur Instagram, on est quand même un canal d'expression. Notre simple manière de nous vêtir, c'est la toute première conversation que j'ai eue avec Swan il y a des années quand on s'est rencontrés, qui me disait d'en avoir rien à faire de son style. Je disais, mais c'est déjà un parti pris, en fait, c'est déjà un message que tu envoies. Donc, tu exprimes des valeurs sans le savoir. Oui, on a tous un pouvoir d'influence. C'est ça. La question, c'est est-ce qu'on sera nous-mêmes un média et comment est-ce que d'ici là, du coup, avec cette massification de l'information, on cultivera son libre arbitre et on sera en capacité de faire le tri dans ces informations pour choisir ce qu'on estime être positif et quitte à faire un pas de côté par rapport à ce qui nous est servi comme étant la norme. Merci Victoire. Sega, vous, du coup, vous l'avez dit au début, vous travaillez dans beaucoup de médias et vous faites beaucoup de collaborations avec des médias. Vous les voyez, vous, percuter un petit peu, évoluer? En vrai, non. Ouais. Non, mais on se parle en vrai, de toute façon. Il vaut mieux se parler vrai. Je le dis d'autant plus que moi, pour le coup, j'ai évolué vraiment avec les médias. Donc je vous dis que j'ai commencé sur Canal+, donc j'étais en télé. Donc quand j'étais en télé, j'étais le seul imbécile qui s'informait sur les réseaux sociaux. Après, je suis arrivé sur la radio. J'étais le seul, pareil, imbécile qui faisait un peu gaffe à tout ce qui se passait sur les réseaux sociaux. C'était les débuts de l'influence. Et aujourd'hui, je suis dans la presse. Et même si elle a pris le virage du digital, donc tout le monde regarde ses sites sur Internet, quand je regarde les sujets, et particulièrement dans la mode, je souffle le casier, je t'exclus évidemment du débat, c'est que même les sujets, la manière dont c'est traité, c'est un peu, si c'est pas léger, c'est tellement simplifié que ça n'invite pas à la réflexion. Après, ça, je pense que c'est
dans le domaine social, je pense que le fait, Internet a eu des choses positives évidemment, mais il y a un trop plein d'informations qui fait que je pense que les gens ne sont presque plus en capacité pas de faire les bons choix, mais il y a beaucoup trop d'informations. On est un peu submergé par toute l'information. Alors nous, c'est notre métier, on est dedans. Donc on arrive à faire un peu de tri. Parfois, même avec nos grilles de lecture respectives à chacun, on arrive à choisir ce qu'on a envie de choisir. Mais finalement, on navigue un peu tous, chacun dans notre petite bulle de filtre, qui fait que je suis même pas sûr, il suffit juste de regarder les dernières informations, que les gens soient aussi en capacité à presque à évoluer ensemble vers un destin commun, parce que malheureusement, avec les internets, c'est soit je suis pour, soit je suis contre. Et qu'en réalité, le sujet qui nous concerne là aujourd'hui, c'est beaucoup plus complexe et demande aussi un peu plus de nuances dans l'approche, quoi. Donc moi, je pense qu'en 2050, là où je te rejoins en revanche, Victoire, c'est que je pense que chacun, en revanche, pourra jouer son petit rôle dans son coin et essayer après pas d'influencer, mais essayer de faire un peu changer les choses à son échelle. Moi, je suis pareil que toi, je suis très dans l'action. Et donc, on parlait de création de contenu. Et au départ, moi, quand j'ai commencé, c'était... on m'explique... en tout cas, sur la mode, je disais, moi, je m'en fous de savoir comment les gens vont s'habiller demain. Je m'en fous de savoir s'ils sont stylés. Par contre, moi, j'ai envie de savoir comment c'est fait. Donc, je commence comme ça dans mon coin. Donc là, aujourd'hui, oui, on dit que ça fonctionne bien. Mais quand vous reculez a posteriori, personne ne voulait ça. Et quand je dis personne, c'était les agences, c'était les annonceurs, c'était les médias en tant que tels. C'était un sujet c'est vraiment une démarche individuelle. C'est une démarche individuelle. Après, oui, il y a des gens qui ont été réceptifs, qui ont suivi, qui, à leur échelle, ont fait un peu ça. Mais je dirais que même pour faire ça, ça demande aussi, quelque part, ce que j'aime bien dire, d'accepter les conséquences négatives de ses choix. Ouais. Et ça demande presque un certain entêtement à ne pas faire certaines choses, quitte à passer parfois pour un... Et je suis sûr que ça vous est déjà arrivé, quelqu'un de snob ou quelqu'un de trop obtus dans ses positions, quelqu'un de... etc. Ouais. Donc c'est un peu ce truc-là, quoi. Donc moi, je pense qu'en 2050, on sera chacun tous notre propre média et que chacun, à notre échelle, faut aussi avoir l'humilité de se dire qu'on ne va pas essayer de changer le monde, mais déjà juste... moi, je dis que la plus belle action qu'on peut avoir, en tout cas que moi que j'ai eu à mon échelle, c'est ma cousine qui un jour achète le démon là, Shein, des vêtements du démon, et qui du jour au lendemain se dit en fait non, je vais arrêter parce qu'en fait j'ai vu que c'était de la merde sur ton compte, tu vois. Et ça déjà pour moi c'est beaucoup plus impactant que d'avoir un peu une vision empirique du problème qui en fait ne génère que du stress ou de l'anxiété parce qu'en vrai c'est tellement gros que on a du mal à voir comment ça va changer. Je voudrais, ces gars, qu'on commande un petit peu les visuels. Là, vous les avez devant vous. Ça, c'est une démarche artistique, finalement, une démarche culturelle pour montrer que... C'est un peu des deux. Je dirais que c'est une démarche un peu culturelle et artistique, et aussi écologique, a fortiori, et politique. C'est ce qu'on appelle, grossièrement, pour schématiser, du visible mending. Et donc, le visible mending, c'est de la réparation visible. Donc, ce que vous voyez à gauche, là, la petite tasse avec les fils d'or, c'est une technique japonaise qui existe depuis plusieurs siècles, qui s'appelle le kintsugi. Donc, il s'agit de réparer des objets avec de l'or, entre guillemets, pour sublimer l'objet. Donc là, on est dans la réparation, mais il y a une dimension culturelle, puisque dans la culture japonaise, on ne jette rien, on essaie de récupérer, on essaie de réparer, et surtout, dans chaque objet, on considère qu'il y a une vie ou un esprit. Donc ça rentre dans ça. Et juste à droite, pareil, vous voyez, il y a une petite décoration. Donc c'est ce qu'on appelle un rapiècement, un stitch parfois dans le vintage, ou un patch, si vous préférez. Et donc là encore, donc c'est culturel, mais c'est un peu plus occidental dans l'approche, on va dire ça comme ça. L'idée étant, ça nous est tous arrivé quand on était jeunes, on a craqué notre jean, notre mère ou notre maman le rapièce, le rattrape. Ou notre papa. Ou notre papa. Ou nos papas ou nos mamans. Ou nos papas ou nos mamans. On est d'accord ? Je suis fils de maman, donc... en tout cas, ils mettent une pièce, quoi. Donc il n'y a pas de sous-texte. Et l'idée est de réparer ces vêtements
et de pouvoir, pareil, leur accorder une seconde vie supplémentaire. Ça veut dire qu'un trou de la taille d'une Nevada, hein, pour reprendre c'est ça. le bonhomme, on peut mettre un stitch, un patch. Exactement. Et puis ça, c'est quelque chose typiquement que chacun peut faire à son échelle, quoi. Ouais. Et ça, c'est cool. Donc là, on voit d'autres images de réparation. Finalement, ça revalorise aussi le geste et puis de l'homme et de la femme. C'est aussi ça l'enjeu, aussi, quelque part, je dirais, dans le sujet qui nous concerne. C'est moi, je dirais, d'arrêter de diaboliser ce qu'on appellerait l'écologie, parce qu'il y a aussi ça, il faut le dire. C'est qu'aujourd'hui, quand on parle d'écologie, ça sonne presque comme un gros mot pour des gens qui sont soit pas du tout intéressés au sujet, soit qui veulent dévaloriser l'enjeu. Et c'est un enjeu sociétal aussi, parce que souvent on parle d'écologie, mais c'est un enjeu social. Et c'est aussi la preuve que même si moi j'ai un affect particulier avec le sujet, que même quand on a un affect particulier avec le sujet, on peut quand même agir à certains niveaux et essayer de ralentir la cadence, quoi. Parce que ce que tu disais très, très justement, c'est que pas le problème, mais c'est l'un des critères fondamentaux, c'est le temps, quoi. Ouais. Et prendre le temps de réparer ses vêtements, c'est aussi agir quelque part à son échelle pour essayer d'aller dans le bon sens. Sur les réseaux, vous les gérez de quelle manière, les haters, les backlash, je sais pas quoi? Parce qu'effectivement, ces gars, vous avez raison, quand on parle d'écologie, tout de suite, on a l'impression que c'est extrêmement clivant. Ouais, l'écologie, c'est aussi notre rapport à l'ensemble de la planète. C'est sûr. Moi, je sais que sur mes réseaux, en tout cas, j'ai pas de backlash puisque j'engueule tout le monde. Bon, c'est parfait. Donc, ça, c'est un parti. En fait, c'est l'idée, c'est que je donne mon avis. En revanche, ça interroge. Ouais. On peut être dans la discussion, on peut être dans l'échange. Mais en revanche, dès que soit ça raconte des bêtises ou soit c'est de la mauvaise foi, ça valse direct, quoi. Mais c'est parce que je gère mes réseaux sociaux comme ça. Et puis les gens aussi ont compris, du coup, maintenant, ceux qui me suivent, que on pouvait discuter. C'était un espace de discussion ouvert. Mais qu'en revanche, les bêtises, contrairement à certains médias, sans en citer quelques-uns, n'ont pas le droit de citer sur mon réseau. Moi, je collectionne les dick pics qu'on m'envoie et les vidéos d'hommes qui se masturbent et j'en ferai une exposition un jour. Et je garde leur nom, bien sûr. C'est du visible. Là, voilà, c'est ça. D'accord. Bon, merci. Victoire. J'ai la chance sur les réseaux de Good Goods d'avoir très rarement des messages et des commentaires négatifs. Mais quand c'est le cas, j'aime bien cette manière de considérer la chose, à savoir que la colère, c'est une manifestation publique de la peur qui souvent sous-tend une interrogation. Et donc, généralement, même 100% des cas, j'envoie un DM à la personne qui a écrit en disant « Est-ce qu'on peut revenir sur cette sortie publique, est-ce que tu as des questions sur cette marque? Pourquoi tu n'es pas d'accord? Est-ce qu'il y a des choses qui n'ont pas été comprises ?» Et ça, dans 100% des cas, en fait, ça permet de lever le doigt sur la gâchette. Exemple en date de la semaine dernière, on a travaillé avec la marque Bompard sur la révélation publique de leur stratégie RSE et on a donné notre avis. Après avoir investigué au sein de la marque et des équipes, évidemment tout ça, c'est un partenariat qui est bien sûr explicite. Et on a reçu des tas de messages donc, de remerciements. Et un des messages était un peu en colère parce qu'une personne nous disait on a dépensé 500 € pour faire un cadeau de Noël collectif à notre maman. Et le pull, on aurait dit un truc en acrylique de fast fashion qui a été détérioré au premier lavage. Et en fait, c'était super de pouvoir échanger en direct parce que ça a simplement fait en sorte que la personne rentre en contact avec la marque qu'on a mise en relation, soit pour se faire rembourser, soit parce que pour avoir des explications peut-être sur l'entretien. Et donc, ça renforce le sentiment de confiance en notre média, notre position de tiers de confiance. Et puis, la sensation de confiance dans la marque, évidemment, dont on était garante parce qu'on savait bien que Bompard ne vend pas n'importe quoi. Et j'avais un deuxième exemple comme ça, un peu moins récent, mais il y a 2 ans, on avait publié un papier au sujet de « Que se passe-t-il au Bangladesh 10 ans après le Rana Plaza ?» avec des propos plutôt durs, parce que voilà, la réalité est que tout n'est pas reluisant dans les usines. Et on avait quand même eu un contre-avis d'une personne qui avait travaillé 5 ans au Bangladesh dans les usines, et notamment en qualité d'auditeur, et qui nous avait apporté un éclairage tout différent, d'une part au téléphone, et ensuite carrément sur le podcast. Et ça avait été un super insight pour plutôt le podcast qui est plutôt destiné à des professionnels. Donc finalement, en dehors de Dick Pic, où il n'y a pas grand-chose de constructif à faire... Deux salles, 2 ambiances.
Entre tes messages et mes messages. Pour l'instant, j'ai pas eu ce cas de figure. Je suis pas sûre que je cherche à résoudre la problématique parce que ce serait analytique et que j'ai pas le temps pour ça. C'est pas mon métier. Mais voilà, non, sinon, en 99% des cas, je trouve que c'est plutôt une chose sur laquelle rebondir positivement. Ouais. Mais c'est vrai que ça prend énormément de temps. Là, on le voit. Ça... Ouais. Entre collectionner, documenter, préparer l'exposition, ça prend du temps. Après, est-ce que c'est pas parce que aussi on est... Là, je me fais un peu l'avocat du diable. C'est qu'en réalité, on est en train de parler entre nous, mais est-ce qu'on n'est pas nous-mêmes dans une certaine bulle de filtre? Et je dirais que notre l'enjeu, c'est que on arrive quand même un peu tous collectivement à sortir de ça et à créer des discussions avec des gens qui ne sont pas du tout dedans. Parce qu'en vrai, nous, on est déjà touchés par le sujet, on réfléchit par le sujet, tu crées un média sur le sujet. Donc, a priori, c'est des gens qui sont alertes sur le sujet qui viennent aussi dessus. Et je dirais que la difficulté, c'est d'aller presque au-delà et d'aller presque toucher des gens qui, de manière très lointaine, se disent que ce n'est pas un sujet qui m'intéresse ou qui sont négatifs. Plus sérieusement, au-delà des messages des haters, etc., moi, j'essaie de créer des ponts entre les gens qui me suivent parce que je suis drôle et parce que je fais des blagues depuis des années et ce dont j'ai envie de parler sur l'écologie et tout. Donc récemment, j'ai créé un podcast qui est aussi un spectacle qui est capté aussi en vidéo, donc qui est sur ma chaîne YouTube Swan Périssé et sur toutes les plateformes de podcast. Ça s'appelle Il n'y a plus de saison et c'est un spectacle d'humour avec un ou une spécialiste de l'écologie. Donc mon premier invité, c'était Jean Covici. Donc le mec est connu pour faire des vidéos de 3 heures, 17 minutes et 3 secondes. Franchement funky. Et en gros, je fais un spectacle de stand-up. Donc au début avec un roast, c'est une tradition américaine. En gros, tu fais le portrait de ton invité, mais en le charriant beaucoup, etc. Et je sais que j'ai réussi, j'ai essayé, et je pense que c'est en voie de succès, de faire un pont entre les gens qui sont fans de Jean Covici, qui écoutent que des conférences très très longues sur l'écologie, très spécifiques, sur l'industrie, la sortie des énergies fossiles, et des gens qui regardent mon contenu que parce qu'ils aiment bien rigoler, parce que je fais des super bonnes blagues de cul. Bon là, aujourd'hui, on est le matin aussi, quoi. C'est pas si facile. Et en gros, voilà. Donc là, je vois les gens interloqués, les gens qui sont habitués au sérieux de Jean Covici, les gens qui n'ont jamais entendu parler de lui, qui suivent ce que je raconte que parce que c'est rigolo et qu'ils ont envie de se détendre le week-end. Donc j'essaie de faire des ponts comme ça, de garder la forme drôle et d'aller un peu plus dans le fond, quoi. Ça, c'est important, je pense. Préparez bien toutes vos questions. Et vous en ligne, vos questions, vous êtes déjà nombreux à en poser, donc c'est parfait. Merci. Continuez. Je vais juste rajouter un petit mot sur le backlash dont on parlait. Je me méfie assez de la consensualité et je trouve, s'il y a un message à faire passer peut-être aux marques, du consensus sur les réseaux, parce qu'il y a une forme finalement de domination et d'information verticale, un peu comme une soupe concert, qui justement empêche aux individus de cultiver justement ce libre arbitre dont on parlait. Pour moi, le backlash, c'est pas forcément une mauvaise chose. C'est même bienvenu quand on est une marque qui fait du greenwashing ouvertement. D'une part, ça veut dire que la population est de plus en plus éveillée sur ces questions. En parallèle, de toute façon, la réglementation monte en puissance, donc vous allez vous faire taper sur les doigts. Et à mon sens, c'est une porte ouverte justement à la transparence et à être en capacité de communiquer précisément sur ses efforts à date et sur le chemin qui reste à parcourir. Donc je ne suis pas sûre qu'il faille faire en sorte de l'éviter quand il est constructif. Et la transition est toute trouvée avec vous, Régis. Vous accompagnez des annonceurs, vous accompagnez des marques, vous les conseillez. Par rapport au greenwashing, justement, il faut quand même suivre, il faut quand même être capable de discernement. C'est pas si simple. Comment vous les accompagnez et comment elles perçoivent surtout tout ce qui se passe? Je trouve que ce que tu dis est très juste. Il y a un vrai besoin de transparence. En fait, par définition, les gens sont méfiants sur les communications responsables. Je crois que c'est de mémoire, on est à 1/3 ou 3/4 des Français qui se disent à partir du moment où j'ai un discours sur une attitude responsable de la part d'une marque, je me méfie. Je fais attention parce que je ne sais pas ce que ça cache derrière, ce que ça cache. Donc je n'ai pas confiance dans ce que me disent les marques parce que j'ai été éduqué à être exposé à des messages publicitaires et une marque, c'est un peu le vilain. Donc c'est celui qui est là pour me vendre des choses. Non, vas-y, je te laisse. Non, c'était juste, je levais le doigt pour dire qu'après, je souhaitais prendre la parole. Je le note. Et effectivement, le greenwashing, c'est malheureusement la conséquence
soit d'une volonté de bonne action concrète d'une marque, mais qui l'a fait maladroitement, ou d'une volonté de communication à des fins vraiment purement marketing. De se dire, je me différencie, j'ai besoin de m'exprimer, de prendre la parole sur ces sujets-là. Le fait est qu'aujourd'hui, personne ne le fait véritablement correctement et qu'on est tous dans le doute permanent par rapport à ce que nous disent les marques là-dessus. Mais est-ce que les marques comprennent bien et là, pareil, les marques, c'est très, très englobant, hein, donc c'est très commode de dire les marques. Mais bon, chaque marque est différente, mais je continue du coup sur ma globalité. Est-ce qu'elles comprennent quand même leur rôle de média aussi ? Oui et non. Ouais. Je pense qu'il y en a qui le comprennent. Refashion est une marque, par exemple, si je prends ça. Mais Refashion n'est pas là pour vendre. Donc c'est pour porter des messages, pour vendre des messages. Pour porter des messages, effectivement. Mais quand on prend une marque au sens économique du terme, qui est une structure qui produit, qui fait du marketing, qui vend, qui gère un service après-vente, etc., je ne suis pas sûr que ce soit très très clair partout. Il y a une prise de conscience, à la fois chez les marques, mais aussi chez les consommateurs. Mais il n'y a pas un vrai engagement, je trouve, de mon point de vue, pour faire avancer les choses. Sachant qu'il y a une barrière que je trouve évidemment très bloquante, et ça a été évoqué précédemment, c'est que les marques, elles font du business, et elles ont des modèles économiques. Ouais. Et pour changer de posture sur les responsabilités, il faut changer ces modèles économiques. Donc comment on fait demain pour continuer à grandir, pour continuer pour faire en sorte que les marques continuent d'être ce qu'elles sont, mais en ayant un véritable impact sur les consommateurs. Et personne n'a trouvé la recette aujourd'hui. Séga, vous vouliez réagir court, et puis après on passe très court, c'est que la remarque est très juste, parce que moi j'ai créé mon propre projet aussi. Au départ, c'était une volonté éditoriale, parce que je me posais la question de est-ce qu'on peut créer des vêtements aujourd'hui tout en limitant son impact écologique ? Comment le faire au maximum ? Donc je posais des questions à des marques, etc. Et personne n'a su vraiment me répondre ou n'a de réponse satisfaisante. Donc je me suis dit, essaye de créer un truc toi-même. Donc je crée mon projet, Noctirami, et je me dis, je vais essayer de partir de l'existant. Donc l'idée étant de créer quelque chose sans ajouter encore du déchet environnemental. Et il se trouve que, effectivement, tu es pris dans ce truc de tu veux faire vivre une économie, mais en même temps, la réalité, c'est que je ne gagne pas d'argent avec. J'en perds. Donc, c'est un peu cet équilibre-là qui est difficile à trouver par les marques. Et au sujet de la transparence, donc, après, moi, je dis ça, c'est parce que j'ai été journaliste et qu'en vrai, la transparence, c'est un peu le propre de notre métier. Mais juste pour vous donner un ordre d'idée, donc, je m'étais dit au départ, mais comment je vais faire pour communiquer autour de mon projet, etc. Je n'ai pas l'argent, je n'ai pas envie de mettre d'argent non plus là-dedans. Comment je fais ? Et en fait, juste expliquer aux gens tout ce que je faisais. Ouais. Et j'ai tout toute la démarche. Je leur ai expliqué de l'idée jusqu'à la fabrication. Je leur ai même donné toutes les infos. L'atelier, c'est ça, le modéliste, c'est lui, le styliste, c'est un tel m'accompagne sur la partie production, l'atelier, c'est lui. Donc, ils voient tout, et tout est parti. Et transparent sur les difficultés aussi que vous rencontrez. Et sur les difficultés sur le aussi. modèle. Exactement. Et sur le fait que ça rapporte... je le dis de manière assez crue, quoi. Ouais. C'est que si on essaie d'être au carré aussi sur cette question-là, et qu'en même temps on veut développer un business, ça ne rapporte pas d'argent. Ou en tout cas, difficilement. Des mains se lèvent dans cette salle du Cercle d'Aumale à Paris. Il y a une main qui se lève. Donc j'ai une question, comment on atteint ces gens qui sont justement en dehors de nos bulles de filtre ? Gros sujet, ça, en soi. Comment on arrive à toucher ceux qui... Moi, qui je sais pas. que c'était le premier truc, et j'aime bien le répéter parce que c'est aussi simple que ça. C'est l'un des premiers trucs qu'on m'a dit quand moi j'étais en école de journalisme. C'était, imagine que tu parles à ta mère, quoi. Ah oui. Ou à ton père. Donc c'est un peu ce truc-là, c'est que moi je sais qu'en tant que journaliste ou même en tant que média, l'idée c'est pas d'avoir presque un ton péremptoire sur voilà c'est ça qu'il faut faire, c'est ça qu'il faudrait faire, en 2050 on va souffrir, etc. Mais juste de se mettre en fait à niveau, quoi. Moi quand je communique entre guillemets sur mon Instagram, moi c'est du sujet-verbe complément. Ouais. Et j'utilise des mots que tout le monde peut comprendre. Au lieu de dire un pantalon en serge de coton, je dis un pantalon. Au lieu de dire... Donc c'est un peu tout ça, quoi.
Merci Sega. Monsieur, vous avez une question? Oui, bonjour, Arnaud Parenti, je suis consultant en économie circulaire. Et je me posais une question sur le greenwashing et justement le rôle des journalistes dans ce sujet-là, en fait, parce que très souvent, quand on suit l'actualité, on voit souvent des articles journalistiques nous dire regardez cette solution qui se développe, c'est la solution. Alors je pense au plastique, mais c'est exactement pareil dans le textile. C'est la solution qui va révolutionner. Et des articles comme ça, et je suis interrogé régulièrement par des journalistes qui me posent cette question-là, et à chaque fois on est obligé de revenir en arrière, de leur dire mais non, attention, faites attention, oui c'est une solution, ça va permettre de développer un bout. Voilà, j'aimerais avoir votre opinion là-dessus parce que je trouve qu'il y a encore trop d'articles qui nous disent vraiment c'est la solution, ça va révolutionner. Et en fait, dans la réalité, on voit toujours que ça... Alors, qui veut s'en emparer? Et moi, je vous rappelle en ligne qu'on reçoit beaucoup de questions. On ne pourra pas répondre à toutes, évidemment, mais elles seront toutes conservées, elles seront toutes gardées, elles vont alimenter la longue traîne de cette conversation. Et en ligne, vous pouvez également répondre à des questions. Normalement, tout est super clair, super limpide sur la plateforme. Vous avez 3 petites questions, répondez-y, là, c'est le moment. Pardon. Aucun problème. Merci beaucoup pour cette question qui est hyper importante et qui est rarement évoquée. Et ça fait plusieurs fois que j'ai l'occasion de prendre la parole dessus, sur une table ronde notamment la semaine dernière avec la marque Picture et aux côtés de Quota Climat, que vous connaissez peut-être. Et on a également fait une longue interview de Béatrice Hérault, qui est une journaliste spécialisée dans l'économie et la RSE, qui est formatrice des équipes éditoriales sur ces sujets. C'est hyper riche comme sujet, donc je vais essayer d'être synthétique. En gros, ce qui ressort, c'est qu'il y a des problématiques intrinsèques et extrinsèques dans ce système. Intrinsèquement, c'est la formation des journalistes, la formation continue qui n'existe pas, qui est au bon vouloir des rédactions, qui est au bon vouloir des journalistes eux-mêmes. Et c'est un travail qui requiert une intégrité et aussi de fédérer quand on est chef de rédac, de convertir aussi potentiellement ses actionnaires pour pouvoir mettre de l'argent sur la table, pour former ses équipes. Parce qu'en fait, les sujets, c'est très compliqué, surtout quand on est un journaliste un peu tout-terrain, d'être un expert ou de connaître le réseau d'experts à interroger. Il y a la problématique, donc ça c'est plutôt intrinsèque, et extrinsèque, c'est celle du temps et des formats qu'on impose aux journalistes, c'est-à-dire la paupérisation des contenus en général, liée à évidemment le digital, mais pas que, tout simplement à la course au clic, qui est en train de changer un petit peu. Le système des moteurs de recherche et le SEO est quand même très méritocratique. Et moi, je crois beaucoup justement dans la partie positive de ce que va faire émerger l'intelligence artificielle, à savoir qu'on va avoir les contenus en fait, de mauvaise qualité qui sont des dépêches AFP qui ont été remoulinées, qui sont présentes partout, vont finalement plus exister. Et il va y avoir, je l'espère, la part belle à un journalisme de qualité, d'investigation, à la parole d'experts, aux méta-analyses aussi, c'est-à-dire comment est-ce qu'on croise les données et comment on fait en sorte de ne pas simplement prendre telle solution pour argent comptant. Mais pour ça, il faut avoir du temps, des compétences et un réseau pour pouvoir sortir des papiers de qualité. Et de l'argent. Et effectivement de l'argent. De l'argent. Régis, je vous ai vu acquiescer en même temps, pas... Non, plutôt acquiescer. Je pars du principe aussi que le journalisme, derrière le journalisme, il y a quand même un principe de neutralité aussi. Et que quand modéré. Ce type d'article-là, qui émet un point de vue comme ça, qui n'est pas bien écrit, c'est probablement aussi automatisé, pas filtré, mal jugé. Et la prolifération des contenus, c'est ce qui rend compliqué aussi de traiter l'information aujourd'hui. Donc c'est facile. Moi, monsieur a peut-être vu cet article-là. Il suffit qu'il y ait une personne qui le voit, qui se fasse un point de vue terminé. Et c'est ça. Voilà. Et il verra juste l'accroche aussi, malheureusement. Il verra juste l'accroche, il cliquera ou pas d'ailleurs. Et il se fera son avis. Il cliquera probablement, parce que c'est, comme le disait Victoire, c'est la course au clic, c'est le clickbait. Donc on écrit des titres qui sont toujours les plus marketés, les plus qui donnent envie. Il pourra envoyer sur un contenu qui n'est pas le plus intéressant. Mais c'est une responsabilité qui est partagée chez les RP, parce que moi je travaille avec beaucoup de bureaux de presse et ils ne font pas du tout tous le même travail justement d'investigation, de compréhension des sujets. Ça m'est arrivé d'être dans un showroom et de m'entendre dire, alors cette marque-là, vraiment l'éco-responsabilité c'est dans son ADN et de retourner l'étiquette et avec marqué 100% polyester dessus, quoi. Et en fait, la pauvre RP ne savait pas
en quoi ce qu'elle racontait était absolument infondé. Donc c'est vraiment une responsabilité partagée, et évidemment celle du lecteur en bout de course, mais et je pense que ça vaut pour n'importe quel format. On peut être un Hugo Décrypte et faire des contenus de 1 minute 30 hyper qualitatifs qui, justement, pour répondre à la question d'avant, permettent de toucher des communautés ou via d'autres canaux comme Swan avec l'humour qui sont qualitatifs et qui vont toucher des gens qui ne sont pas sensibles au départ au sujet. Et moi, je dirais, je terminerai juste en disant, voilà, qu'est-ce qu'on veut, quoi. Parce que juste pour poser les choses de manière très factuelle, c'est qu'un sujet sur BFM CNews, c'est 1 minute. Est-ce que 1 minute, c'est suffisant pour délivrer une pensée? Je ne suis pas sûr. Pour un papier sur Internet, en général, on lit quoi? Le chapeau. Donc, est-ce que lire un chapeau, c'est suffisant aussi pour s'informer? Donc, il y a ça. Donc, effectivement, oui, la formation, je te rejoins, parce que je dis toujours que ce que j'aime bien, moi, en tout cas, dans mon métier, c'est que je me forme tous les jours. J'essaie de me remettre à minima en question suffisamment, de manière plus ou moins rapide. Après, il y a des rédactions qui ont lancé des programmes. Ouais, mais après, je dirais que la problématique dans les médias, c'est qu'il y a des annonceurs, quoi. Il y a des annonceurs et il y a aussi une ligne éditoriale. Il y a aussi une ligne éditoriale qui est celle que le média a décidé de choisir. Donc, en fonction de la ligne éditoriale, en fonction de est-ce qu'on forme les journalistes, en fonction de si le journaliste épouse ou pas la notion éditoriale, et en fonction de l'intégrité, l'objectivité, la neutralité qu'il a envie de mettre sur la chose, en fonction des impératifs annonceurs aussi, parce que c'est une réalité. À un moment, tu as peut-être tendance à frapper moins fort. Swan et toi, vous êtes des médias aussi en tant que personnalité d'influence. Et Swan, elle choisit de faire des partenariats avec des marques qui sont triées sur les volets, mais ça veut aussi dire s'asseoir sur des chèques, littéralement, quand tu n'es pas en adéquation C'est un choix économique avec les valeurs. Nous, on est à notre échelle personnelle. Après, juste d'un point de vue macro ou plus large, on est 2 pour combien, quoi? C'est un peu ça. Donc, je suis optimiste en me disant que on est peu à agir comme ça, mais ça agit quand même. Je vais vous demander juste un petit peu d'empathie avec moi. Je vais rentrer dans ma période rouge et ça va être un moment violent. Je vais vous demander, parce que le temps file et on sent bien que là, ça pourrait durer vraiment très très longtemps. Parce qu'il y a beaucoup de champs qu'on aurait envie d'explorer ensemble. On n'a pu prendre qu'une seule question, désolé. Un mot en re. Allez, juste pour finir. Régis. Moi, c'était réinventer. Réinventer. Voilà, on a besoin de on bouger. Le met dans le nuage. Il y a trop de lignes à changer. Et voilà, réinvention. Sega. Franchement, c'est dur. Hein. Victoire. Je dirais régénérer, parce que j'aime bien l'idée qu'on soit acteur du fait qu'on laisse la Terre prendre les choses en main. C'était exactement le mot que je voulais prononcer. C'est normal. Se reposer. Se reposer. Voilà. Re-rire. Non, mais c'est important de ralentir. Voilà. C'est pas en mais re-ralentir. Oui. Voilà. On ralentissait bien. Ralentir. Avant, on ralentissait bien. Il faut re-ralentir. Voilà. Séga, un mot du coup? Franchement, recommencer plus correctement, quoi. Recommencer. Ou refaire, ou réparer. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir participé à cet échange. C'est un moment attendu, en tout cas dans une longue matinée comme ça, c'est le moment de la pause. Mais alors, on passe un accord ensemble. À 11h28, vous êtes dans la salle, parce qu'à 11h30, on repart. Si vous voulez déjeuner à l'heure, en fait, c'est assez simple. Voilà. Et vous restez connectés, vaille que vaille, puis à 11h30, on reprend.